burn-out? Alors, on définit un petit peu le Allez. burn-out. Alors, le burn-out, dont on entend beaucoup plus parler depuis quelques années, il a été absent des classifications de psychiatrie. Les gens connaissent plus ou moins, ils ont déjà entendu parler du DSM, donc il y a le DSM-5 maintenant qui est sur le marché depuis quelques années. Le burn-out n'existe pas dans le DSM-5. Par contre, la CIM, qui est la classification de l'Organisation mondiale de la santé, il y a la nouvelle version qui est sortie il y a quelques mois, la CIM 11, et la CIM 11 inclut le burn-out qui s'appelle le syndrome d'épuisement professionnel. Donc ça y est, il y a enfin une reconnaissance par l'Organisation mondiale de la santé, ce qui est quand même pas mal, sur cette pathologie qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, ça date de quand? On en a beaucoup parlé dans les années 2010-2011. Tu sais qu'il y avait eu Benoît Hamon qui voulait qu'il y ait une loi à l'Assemblée sur le burn-out, puis je crois qu'elle Oui. n'a pas été votée. Et on en parlait déjà en 1974. Il y avait un monsieur qui avait sorti un article à l'époque sur cette chose qu'il avait appelé le burn-out, c'est-à-dire que les gens se consument de l'intérieur comme une bougie. Il avait pris la métaphore de la bougie, où en fait, la bougie, une fois qu'il n'y a plus de cire, elle n'existe plus. Donc en fait, les gens pompent la totalité de leur énergie jusqu'à épuisement, extinction, disparition totale. Ça, c'est 74. Après, il a sorti un bouquin en 1980. Et après, il y a eu énormément de personnes qui ont commencé à travailler sur le burn-out. Mais quand on va fouiller un petit peu, on trouve déjà un article, hein, je ne me rappelle jamais de la date, un article en 1936 sur le stress chez les rats. Donc en fait, ce sont des scientifiques qui mettent des rats dans une cage, ils font des expériences sur le rat et ils voient que le rat commence à se désintégrer de l'intérieur à cause du stress provoqué par les scientifiques. Et il utilisera cette notion de burn-out, d'épuisement des fonctions et de la physiologie de l'animal. Donc 1936 sur les rats, c'est quand même déjà la préhistoire. Il y a un certain Bradley aussi qui a fait en 1969 une étude sur les jeunes en prison, où il parle aussi de ce concept de burn-out. Mais bon, c'est peut-être un peu plus, tu vois, en filigrane, un peu moins développé, mais en tout cas, 74 pour le tout début des premières études sur le burn-out. Le burn-out, tout le monde en a entendu parler, c'est l'épuisement professionnel. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui pour nous, parce que on n'a pas que des gens qui font des burn-out professionnels, c'est aussi de commencer à faire porter cette vision du burn-out vers tout type d'épuisement. Ouais. Tu fais pas Ouais, que c'est ça. des épuisements dans le cadre de ton travail. Tu Non. peux aussi être épuisé par ta maladie, par la maladie de ton proche, par une relation amoureuse qui va simplement brûler la totalité de tes réserves d'énergie. Ok. Alors, j'ai pris des notes parce que c'est un sujet où je voulais pas que les gens soient frustrés. Donc j'ai pris des notes. Et on fera comme la prochaine fois, comme la dernière fois, pardon, c'est qu'on le mettra En commentaire. en commentaire. Il y Ouais, aura un super. PDF à télécharger. Et je t'ai envoyé par email aussi les documents du gouvernement qui sont faits par l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui a publié un petit fascicule qui est hyper intéressant, autant pour les gens que pour les institutions, sur qu'est-ce que c'est que le burn-out, comment ça se définit, quels sont les symptômes et quelles sont les pistes de traitement. Et ça, c'est un papier de l'État. Donc c'est intéressant aussi, on le mettra en téléchargement pour les gens. Le burn-out, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, c'est quoi les symptômes? Le burn-out, c'est une personne qui va commencer à déprimer, c'est une personne qui va commencer à ne plus avoir d'énergie, elle sent qu'elle n'a plus d'essence, qui va avoir du mal à se lever le matin, qui va commencer à avoir des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, elle va être démotivée, elle va commencer à avoir des symptômes dépressifs, la vie n'a pas d'intérêt, je me projette plus, pourquoi je fais tout ça, de toute façon ça n'a jamais fonctionné, je me déteste, je suis pas compétent, je suis inutile. On va avoir aussi beaucoup plus de symptômes d'irritabilité. Les gens vont commencer à devenir agressifs, à tout prendre mal, agressivité envers les collègues, agressivité envers les clients, euh, manque d'intérêt pour ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'un enseignant va commencer à ne plus être intéressé par le fait de transmettre de l'information. Un médecin va plus du tout être intéressé par est-ce que les patients vont bien ou pas. Et tu vas avoir des troubles du sommeil, tu vas avoir des troubles de l'appétit, tu vas avoir des problèmes de nausée, des problèmes d'augmentation de l'anxiété, de la tachycardie, des troubles intestinaux. Tu vas avoir tout le panel d'usure physiologique et d'entrer dans la dépression, avec un vrai trouble dépressif qui va s'installer. Combien de temps doivent durer ces symptômes? Alors, là, comme j'ai pas mis le nez dans la CIM, parce que je sais même pas si la CIM 11 d'ailleurs elle est encore déjà sortie, parce que je crois que ça date d'il y a 2 ou 3 mois la sortie de la CIM 15. Ouais, J'ai je pas vois mis le nez dans la CIM 11, je sais pas si elle est traduite en français d'ailleurs. Je sais pas s'ils ont mis une durée. Pour la dépression, normalement, c'est 2 semaines minimum pour dire que tu es dans un état dépressif. Là, pour le burn-out, je pense qu'ils vont nous sortir le classique du 3 mois ou du 6 mois. Je pense Ouais. que pour dire qu'on est sur un burn-out. Après, le problème, c'est que c'est très insidieux. C'est que le burn-out, il va se construire pendant des mois, voire des années.
Et là, d'un seul coup, Il quand y tu vas aura une plonger, phase, là, la phase d'épuisement, la phase de rupture, c'est déjà trop tard. Hein. C'est déjà trop tard. Donc, est-ce que la cible 11 prend la phase où tu es complètement abrasé, tu te délites complètement avant usure, la phase, on va dire, d'entrée en stress et la phase de maintien avant rupture? Je sais pas non, du tout. t'as fait comme ça et tout, mais moi, enfin, Burnout, ça me faisait directement penser en fait à un film, justement, on en parlait juste avant, avec Michael Douglas, Chute libre, où en fait il pète les plombs en fait, parce qu'il y a tout plein de choses qui se passent dans sa vie, ça se passe pas bien, que ce soit au travail, à la maison, et en fait il pète un câble. Ouais. Parce que c'est une accumulation de tout plein de choses en fait qui l'ont amené à avoir le moral au plus bas et à vraiment péter les plombs. Alors après, je sais pas si c'est vraiment du burn-out ou pas, mais t'as fait comme ça, donc ouais, cette phase de chute. En tout cas, on n'est pas comment dire, dans une situation où c'est pas parce que pendant 1 ou 2 jours je vais pas bien ou parce que je sais pas, je suis saoulé par rapport à ce qui se passe à la maison ou au travail que on pourra parler de burn-out. Ouais. On est sur des périodes quand même plus longues. Après, ce qui est vicieux, c'est qu'il y a des gens qui vont sortir semaine après semaine et mois après mois, qui sont en train d'entrer dans un surmenage progressif. Et il y a des gens qui vont fonctionner et qui vont casser d'un seul coup. Ok. Les gens, ils vont se lever le matin, ils vont sentir qu'ils sont incapables de sortir du lit. La veille, ça leur posait pas problème. Donc entre ceux qui vont avoir une usure progressive et ceux qui vont casser net, c'est très difficile finalement pour ces gens-là de se rendre compte qu'ils ont Ah ouais. construit ou qu'ils ont été dans un contexte qui a construit le burn-out. Il y a là, ça c'est la présentation de qu'est-ce que c'est que les symptômes classiques du burn-out. Il y a un problème pour moi quand je préparais cette thématique avec toi en amont, qui est, mais finalement, qu'est-ce que ça fout en psychiatrie? Parce que les gens vont, bonjour les gens, ils vont quand même se rendre compte aussi s'ils ont fait un burn-out, s'ils ont connu quelqu'un qui est en burn-out. Est-ce qu'on a un problème psy qui provoque qu'on va se mettre en burn-out? Ou est-ce que toute société, toute entreprise compliquée et dysfonctionnelle va entraîner un Un burn-out? burn-out. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est que les études aujourd'hui n'arrivent pas à dire qu'il y a une raison de faire du burn-out. Dire par exemple que toute personne qui fait du burn-out, ce sont des gens qui sont perfectionnistes, et comme ils sont perfectionnistes, ils sont condamnés à faire un burn-out. Oui, les perfectionnistes sont souvent condamnés à faire un burn-out. Et là, on ne peut pas dire que l'entreprise est responsable. Non. Mais si tu oublies les perfectionnistes, tu as plein de gens aujourd'hui qui, dans leur entreprise, entre le harcèlement, les consignes qui ne sont pas claires, les ordres contradictoires, on te dit un truc et le lendemain on te dit un autre truc, le management qui est hyper agressif, le fait qu'on te dit, bah voilà, vous devez avoir, alors que le contexte ne s'y prête pas, vous devez avoir vendu 30 voitures avant la fin du mois. Oui, mais on est en pleine crise économique, les entreprises mettent la clé sous la porte, on a déjà, bah non, vous devez vendre 30 voitures. Et ça sort du chapeau et tu te dis, mais c'est strictement pas possible. Avec un stress qui est phénoménal, avec l'internet qui a fait aujourd'hui que tu es contacté par email, sur ton téléphone, machin, et en fait, tu n'as plus cette frontière entre le travail et tu arrives à la maison et tu es à la maison. Cette frontière, elle a explosé, elle a disparu avec l'arrivée de l'Internet. La mondialisation a fait qu'il y a des marchés concurrentiels sur la planète Terre que nos parents et nos grands-parents d'ailleurs ne subissaient pas. Donc il n'y a plus le plein d'emploi non plus. Donc tu as plein de choses qui vont concourir à ça. Le mauvais management, le stress, la mondialisation, le fait aujourd'hui que tu es sur un siège éjectable parce qu'il y a 50 personnes à diplôme équivalent qui attendent derrière pour prendre ta place. Donc certaines entreprises n'en ont rien à foutre. De toute façon, si tu n'es pas content, tu peux toujours te dégager, il y a quelqu'un d'autre qui prendra ta place. Le fait derrière que les différents critères que j'ai donnés, la mauvaise ambiance entre les collègues, le fait que tu vas avoir une absence de reconnaissance pour ton métier. Il y a du management, on ouvre la bouche que pour dire ce qui ne va pas. On ne te dira jamais, bah là c'est vachement bien. Le fait qu'il peut y avoir aussi ce gros classique qui est que tu as un travail qui est fragmenté. C'est qu'on te donne une tâche, tu n'es pas à l'origine de la tâche et tu ne la termineras pas. Tu es un maillon de la tâche. Fait que du coup, tu n'as jamais l'impression que ce que tu fais, qu'en fait, tu construis quelque chose de tes mains. Alors, bon, on va dire que le fait qu'au travail, il y ait des raisons qui pourraient amener à un burn-out, ça, d'accord. Le fait qu'on puisse jamais couper finalement avec le travail, ça, j'imagine que ça doit accentuer finalement. Le fait que tu peux être au chômage très très vite et ne pas retrouver un travail, qui est quand même beaucoup plus un problème de notre génération que de la génération d'il y a 40 ans. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si par exemple quelqu'un qui va être harcelé au travail, qui a des obligations de rentabilité ou de productivité au travail, même si, je sais pas, elle part tous les 3 mois, une semaine aux Maldives, peut quand même en fait faire un burn-out. Ben oui, parce que en fait, tu te lèves le lundi matin en te disant voilà, jusqu'à vendredi, ça va être la merde.
Et que tu sais très bien le vendredi quand tu vas rentrer à la maison, que tu vas peut-être recevoir des emails pour un PowerPoint à terminer dimanche soir à 1h du matin, et que lundi prochain, ça va à nouveau être parti. Et tu vas te dire aussi que tu peux pas démissionner et aller ailleurs parce que soit il n'y a pas de débouché, soit il y a du chômage, soit par exemple tu as 50 ans et un commercial de 50 ans aujourd'hui, c'est très bien qu'il ne sera pas réembauché. Donc il y a beaucoup de choses qui vont concourir à quoi? Au fait que ton cerveau se dit, aujourd'hui je suis un rat dans une bassine d'eau et je suis en train de griffer les parois en métal et je ne peux pas sortir. Parce que la société est devenue beaucoup plus compliquée. Alors là, il y a toujours ce grand débat qui est, oui mais attends, faut arrêter de déconner, notre société a la sécurité sociale, les vacances, l'internet et compagnie, on n'est pas non plus en pleine deuxième guerre mondiale. Nos parents avaient des conditions de vie beaucoup plus compliquées. Certes, mais qu'est-ce qu'on appelle conditions de vie compliquées? Ça, ouais. Ils avaient peut-être plus de pénibilité et plus de fatigabilité, mais ils n'avaient pas cette notion qu'il y a 10 personnes derrière toi qui peuvent prendre ton travail. Moi, j'ai des parents qui sont restés toute leur vie dans le même métier. Notre génération ne restera pas toute la vie dans le même métier ou toute la vie dans la même entreprise. Je n'ai pas les statistiques des années 50 ou 60, mais je pense que quand tu perdais ton travail, tu pouvais très vite en retrouver un. En étant d'ailleurs extrêmement mal qualifié ou peu qualifié. Là, on est dans une société d'ultra qualification où tu fais un bac plus 5, tu dois en plus faire des expériences internationales, tu dois parler 3 langues, et ça va se jouer à un poil sur le fait que machin va prendre ce poste et pas toi, et tu vas envoyer 250 CV et tu ne seras pas rappelé. Ou alors on te dit, bah si on va vous garder, mais par contre sur votre contrat il y a marqué 40 heures, mais vous en ferez 60, qui ne seront pas payées. Et puis vous êtes au courant, ce truc extraordinaire quand même dans les contrats, c'est que tu as un contrat de 40 heures, mais on te fait bien comprendre que c'est 40 heures fictives. Avec ce truc qui sonne, on te dit bah, veuillez vous loguer à 23h30 pour corriger un bug informatique. Tu dis mais ça n'a pas de sens quoi. Donc les conditions de travail sont censées s'être améliorées. Les aspects légaux du droit sont censés être plus forts aujourd'hui qu'à 40 ans, mais si on regarde bien, le métier est devenu beaucoup plus compliqué. Un médecin, je pense qu'il a beaucoup plus de choses compliquées à gérer maintenant, ayant plus de matériel et plus de compétences qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Tu vois, quand on regarde les enfants qui passent leur bac, bah, je sais pas, jusqu'à telle année, tu apprenais un petit peu de l'anglais, un petit peu des machins comme ça. Aujourd'hui, soi-disant, le niveau du bac a baissé, mais ils ont des programmes qui sont 1000 fois plus chargés qu'avant. Tu vois, toi, en tant que neuropsy, tu es aujourd'hui face à des maladies qui étaient inconcevables il y a 20 ans. Et on te demande des outils et des qualifications qu'on ne te demandait pas il y a 20 ans. Moi, je vois, quand je suis sorti du bac et j'ai fait la fac de psycho, entre ce que j'ai appris à la fac et ce que mes stagiaires que je vois savent aujourd'hui, je dis, waouh, mais ils sont plus forts que moi. Je l'ai été à l'époque parce que les savoirs sont devenus beaucoup plus complexes et tout est devenu beaucoup plus complexe. Donc, peut-être que la pénibilité a diminué en termes de force physique, mais on est dans un système qui est beaucoup plus oppressif en termes qu'il pompe beaucoup plus ton énergie mentale. Peut-être moins ton énergie physique, mais plus ton énergie mentale. Parce que tu as plus de mal à couper en fait. À couper, avec un management plus agressif. Et parce que, à nouveau, et ça c'est super important, je renvoie les gens, s'ils ont le temps, de lire ce bouquin qui est sorti il y a 20 ans. Alain Ehrenberg, qui est sociologue, a sorti ce livre, je crois. Ça s'appelle La fatigue. La fatigue d'être soi. La fatigue d'être soi. Ça intéresse le chat. Qui est sorti en 98. Alors je l'ai lu il y a très longtemps, je l'ai lu il y a quasiment 20 ans. Et en fait, ce que il dit, on a une explosion du diagnostic de dépression. Alors est-ce qu'on est en train de mettre de la dépression qui n'existe pas, ou est-ce que simplement on a posé un diagnostic qu'avant? Avant, il y avait des déprimés qui ne consultaient pas. Il y avait beaucoup plus d'alcoolisme. Donc les gens noyaient la dépression dans l'alcoolisme. Maintenant, il y a plus de campagnes de médiatisation, il y a beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont beaucoup plus consulter. De là à dire qu'on met des diagnostics de dépression sur des gens qui ne sont pas déprimés, j'y crois pas des masses. Mais en fait, il dit un truc qui est très intéressant. Il dit entre la médiatisation qui fait qu'il y a plus de dépressifs, le fait que les gens se prennent mieux en charge, le fait qu'il y a moins d'alcool, ok? Mais il y a surtout une société de la performance, de la concurrence et du chômage qui était inconcevable il y a quelques décennies. Donc avant, tu te levais le matin, tu savais que c'était dur de perdre ton emploi. Maintenant, tu te lèves le matin, tu sais que ça va devenir très facile de perdre ton emploi. Donc il y a une insécurité fondamentale qui pour lui arrive au fondement de ton statut social, professionnel, de ton identité. C'est que ton identité n'est plus protégée aujourd'hui. Encore on est en France. Et encore on est en France, avec la sécurité sociale, les arrêts maladie, donc tu peux t'effondrer super vite. Et le burn-out, finalement, il fait partie de ces choses-là. C'est que si tu sais demain que tu peux partir de ton entreprise, tu mets ta démission et tu as une autre entreprise qui t'attend, oui. Si tu sais demain que tu peux envoyer balader ton manager qui te parle mal et aller ailleurs, oui. Mais aujourd'hui,
Tu sais très bien que tu ne peux pas forcément quitter une entreprise pour partir dans une autre. C'est beaucoup trop compliqué. Donc il y a tout qui concourt à ça. Et dans la prise de notes que j'ai prise, qui vient donc de l'INRS, comme j'avais dit, qu'est-ce qu'on voit? Le cerveau et le corps sont mis à bout par petit 1, les rythmes qui sont trop intenses. On a des cadences qui courent super vite. Petit 2, on te donne des objectifs qui ne sont pas atteignables. On te donne un truc et en fait, avant même que tu commences, c'est déjà très bien que tu ne pourras pas remplir ce qu'on te demande. On ne te donne pas les moyens. Ça, c'est l'exemple classique de quoi? Des assistantes sociales. Il y a des assistantes sociales, il faut voir dans l'état où elles sont. On leur dit voilà, vous allez aider des gens qui sont en situation de précarité, sauf que il y a un mois avant d'obtenir un rendez-vous sur votre planning. Donc soit les gens ils viennent pas, soit les gens disent c'est trop tard. Et on leur dit vous avez une enveloppe budgétaire ridicule. C'est-à-dire qu'on va vous donner 10 tickets restaurants et vous ferez rien d'autre à part appeler le 115 et remplir 2-3 papiers. Donc tu as des assistantes sociales qu'on met dans une situation qui est de recevoir des gens en situation précaire et de leur répondre désolé, je ne peux rien pour vous. J'ai pas d'enveloppe budgétaire, j'ai aucun moyen à part un ticket restaurant et le 115. Et ça met ces assistantes sociales dans une situation d'impuissance. Évidemment, ça commence à les bouffer de l'intérieur. Mais comme une infirmière à qui on dit, vous allez faire 50 lits en une matinée, et finalement elles se disent, mais moi, c'est pas ma conception des soins infirmiers, et c'est pas ma conception du rapport humain avec les patients, tu vois. Donc, elles vont complètement s'autodétruire de l'intérieur. D'autres derrière, c'est le harcèlement dont on a déjà parlé. Le mauvais management, on te donne un ordre et le lendemain on te donne l'exact opposé, ou on te donne deux ordres qui ne vont pas ensemble. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu es perpétuellement bancal. Les conflits de valeurs. Je pense par exemple à une patiente qui travaille dans les assurances, et elle me dit, mais en fait, notre boulot, c'est d'escroquer les gens et leur faire croire qu'ils en ont besoin alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et elle, ça la bouffe. Elle dit, moi, je ferai pas de vieux os dans cette entreprise, il va falloir que je parte. Sauf qu'elle a un appartement à payer. Donc en fait, elle est piégée depuis des années à ne pas pouvoir partir et à continuer à vendre quelque chose qu'elle estime est une escroquerie. Et ça la bouffe de l'intérieur. Tu as la mauvaise ambiance entre les gens, tu as des sociétés extrêmement concurrentielles où tu sais très bien que la personne avec qui tu parles peut très bien récupérer des informations et les utiliser contre toi, ou qu'il y a une ambiance un peu hypocrite, et cette ambiance va faire que tous les matins, tu sais que tu es dans un panier de crabes. Et ça va aussi te bouffer, parce que c'est 40 heures par semaine. Tu as un autre critère qui est l'absence de reconnaissance, qui est un gros classique. Il y a des gens qui n'obtiendront jamais un merci ni un c'est super. On partira du principe que c'est dû, et par contre on les convoquera quand il y aura un problème. Et ce problème de manque de reconnaissance, même si on peut trouver que notre société est complètement assoiffée de reconnaissance à juste titre ou à mauvais titre, il y a quand même un problème, c'est qu'on ne peut pas constamment être convoqué uniquement pour les problèmes. C'est bien aussi qu'il y ait ce système où les gens disent écoute, ça c'était super, ça c'est bien, merci. Donc le manque de reconnaissance est aussi un problème. Il y a les conditions de travail, le manque d'ergonomie, le fait que les open space, qui étaient une très bonne idée pour garder de la place et dépenser moins d'argent, se sont avérés être la pire des idées en termes de concentration et en termes d'épuisement des gens. Un open space, tu es dans un bruit permanent. Et tu es en train de te concentrer et tu es constamment en train de gâcher ton énergie à tenter de te concentrer plutôt que travailler. Et cette nouveauté aussi des managers open, le manager open, la porte de son bureau elle est ouverte. Donc j'ai un patient qui a dit moi je suis manager dans je ne sais pas quel ministère et en fait sa porte est perpétuellement ouverte. Donc constamment il y a des gens qui rentrent, constamment il y a des gens qui lui posent des questions et en fait il ne fait que lire son document, se déconcentrer, répondre à la question, revenir sur son document, se déconcentrer. Et en fait il est dans un épuisement mental permanent parce qu'il ne peut pas travailler de A à Z sur son document. Je te parlais des tâches fragmentées. La tâche fragmentée c'est quoi? C'est qu'on te dit voilà, vous allez gérer ce projet, sauf que vous n'allez pas décider ce qu'on en fait, vous ne ferez pas dans les conclusions, vous allez juste faire la saisie informatique des données. Et tu fais des tableaux Excel toute la journée, tu n'es pas à l'origine, tu n'es pas à la fin, c'est un truc qui est complètement dématérialisé qui n'a pas de sens. L'artisan, il va construire son truc de A à Z, il est dans la fabrication. Là, on est sur des gens qui vont gérer une forme d'information dématérialisée qui n'a ni queue ni tête. Mais tu as aussi des gens, par exemple, je pense à une autre patiente, qui pour des questions de coût budgétaire est passée de catégorie A, enfin elle reste catégorie A, mais on lui donne des tâches de catégorie B, catégorie C. Donc cette femme qui est chef de projet pour l'État fait toute la journée des tableaux Excel. Elle me dit je fais 8 heures par jour des tableaux Excel. Et une fois qu'elle a compilé ces informations, elle les donne à quelqu'un qui va tirer des conclusions d'informations qu'il n'a pas traitées, mais elle n'a plus le droit de faire les conclusions. Donc elle fait quoi? Elle fait ce nouveau concept qui est apparu dans la presse il n'y a pas très longtemps, qui est le bore-out. Donc tu as le burn-out où tu es débordé, et le bore-out où tu t'ennuies phénoménalement parce que la chose n'est pas stimulante, n'a pas d'intérêt, tu n'as aucune responsabilité, on ne te laisse aucune marge de manœuvre, et là tu crèves d'ennui.
Alors ça, cette notion de burn-out, elle a été développée il y a quelques années par des Suisses qui avaient écrit un article là-dessus. Il n'y a encore pas grand-chose sur le burn-out. Il y a même, je lisais un article très intéressant, la personne disait burn-out, c'est pas une bonne idée, on devrait appeler ça boredom, c'est que c'est l'ennui qui fait que ton cerveau n'est pas stimulé, tu sais pas ce que tu fais là, tu perds tout intérêt pour ton travail, tu n'as pas l'impression de te réaliser. Mais tu peux cumuler les deux. Tu peux très bien être débordé par des tâches qui sont strictement pas intéressantes, dans lesquelles tu ne te réalises pas. Donc entre l'épuisement total et l'ennui total de la chose, bah, je sais pas, je pense à un ami qui un jour, son boulot, bah, c'était de prendre des boîtes en carton qui étaient sur une chaîne et de vérifier le contenu. Et en fait, il travaillait la nuit sur une chaîne et il passait 8 heures enchaînées à reprendre des cartons et vérifier s'il y avait tous les articles dans les cartons. Au bout de 2 jours, il est devenu maboule. Il a dit j'en peux plus. Il a démissionné. Il a dit j'avais l'impression d'être complètement déconnecté de la réalité. Ça, c'est pas du burn-out parce qu'il n'y a rien de particulièrement palpitant là-dedans en termes de... Je suis pas débordé. Mais en fait, il y avait absence totale de réalisation de soi là-dedans. Alors on peut dire aussi, là je fais un grand monologue, désolé, que c'est un peu le problème de notre génération de vouloir absolument s'épanouir et se réaliser. À nouveau, est-ce que c'est notre génération qui déconne complètement de vouloir se réaliser et s'épanouir dans son travail et nos parents et nos grands-parents avaient raison de travailler pour travailler, ou est-ce que c'est l'évolution normale du monde? J'en sais strictement rien. Ce sera intéressant d'ailleurs, je pense que les sociologues ont déjà écrit là-dessus. Est-ce que c'est l'évolution normale du monde? Est-ce que c'est le monde décadent entre guillemets? J'en sais rien, je pense que c'est plutôt bien que les gens veuillent se réaliser. Mais maintenant que les gens ont cette aspiration à se réaliser, on va pas dire, bah non, écoutez, on va faire tourner la planète Terre dans le sens contraire et en revenir à l'époque, on doit accepter de ne pas se réaliser. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, la perte de frontières, on en a parlé. Et le dernier point, c'est les métiers où les gens sont émotionnellement trop proches. C'est-à-dire les pompiers, les enseignants, les médecins, les infirmières, tous ces métiers où en fait, toute la journée, tu avales de la souffrance, de la douleur et des choses comme ça. Ces-là sont des métiers qui sont beaucoup plus à risque de burn-out parce que le comptable qui toute la journée fait de la comptabilité, certes, il peut trouver son métier ennuyant, mais il n'avale pas de la souffrance. Non. Alors que le pompier qui ramasse des macabées, ou le psy qui toute la journée voit des gens suicidaires, ou l'infirmier qui toute la journée voit des gens en fin de vie d'un cancer ou d'une autre maladie, ils sont attaqués émotionnellement. Et là, bah, ça te bouffe perpétuellement tes ressources. Ça, c'est tout. C'est un peu tous les mille et une situations qui peuvent provoquer qu'un burn-out va s'installer ou qu'un bore-out va s'installer, se mélanger et te foutre complètement par terre. C'est une présentation extrêmement complète. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui se sentent surmenées mais qui ne le sont pas réellement? Typiquement, j'ai 2 mails à envoyer dans la journée, j'ai l'impression que j'ai 15 000 choses à faire. Ben, en fait, je m'attendais à cette question parce que c'est un peu, tu sais, quand ces gens qui disent bah, j'ai rendez-vous avec la médecine du travail et j'ai extrêmement peur qu'on me dise bah non, désolé, votre arrêt maladie ça n'a pas de sens, vous devez reprendre le travail, vous faites du chiquet et compagnie, ou alors c'est pas les troubles bipolaires sont surdiagnostiqués, ou le TDAH est surdiagnostiqué, ou non, cet enfant n'est pas dyspraxique. Nous, on est en psychiatrie, donc en psychiatrie, j'ai envie de te dire, si les gens viennent te voir, il y a 99% de chances que ce soit un vrai burn-out, une vraie dépression. Je ne pense pas que les gens vont venir dépenser leur argent pour obtenir une attestation alors qu'ils pourraient aller voir leur médecin généraliste. Après, est-ce qu'il y a des gens qui simulent des états de burn-out ou de surmenage alors qu'en fait, il n'y a aucune raison d'être surmené? J'en sais rien. C'est un peu le même débat. Qui sont ces gens qui vont au Pôle emploi? Est-ce que ces gens qui vont au Pôle emploi en ont besoin? Est-ce que finalement, ils font perdre de l'argent? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, alors, donc, il y a certes des conditions environnementales qui pourraient favoriser un burn-out, mais il y a aussi en fait comment la personne elle perçoit les choses. Si cette personne se sent débordée par 2 emails, soit elle a un terrain dépressif de base, elle est arrivée à un niveau d'usure où elle ne tolère pas 2 emails, ou alors il y a un vrai problème d'intolérance à la frustration, et ce problème d'intolérance à la frustration, c'est un diagnostic en tant que tel. Donc ça va de toute façon entraîner une souffrance. Après, c'est sûr que si on parle de la personne qui arrive avec son sac Vuitton, qui vient du 16e arrondissement, qui a toujours été habituée dans un environnement cajolé où elle ne fait rien du tout, bah oui, mais c'est quand même un problème, c'est qu'elle n'est pas adaptée. Et moi, je me rappelle, j'ai déjà eu des patients comme ça où tu te dis, mais vous avez tout pour être heureux. Oui, mais en fait, si ils sont dans un environnement protégé par des parents qui les ont toujours éloignés de la réalité, ils n'ont jamais fait d'efforts, tout est tombé comme ça, tout cuit dans la bouche. Ils sont en souffrance. Il y a un gros risque dépressif et suicidaire, c'est chez ces gens-là aussi, parce qu'en étant inadaptés, tout leur est une violence.
Donc, ils seront en burn-out d'une incapacité à être adaptés à notre environnement. Et je pense que c'est aussi un motif de consultation qui doit être pris au sérieux. Et est-ce que justement, alors, on peut anticiper ça et puis on peut éviter un burn-out? Est-ce que c'est possible si la personne elle est assez voilà, au clair avec sa situation, elle vient en consultation, elle te dit je crois que je vais faire un burn-out ou je crois que je fais un burn-out, mais peut-être qu'elle ne le fait pas encore. Alors, si elle sent qu'elle est en train de faire un burn-out, c'est qu'à mon avis, il est déjà bien installé. Donc, tu pourras Ok. peut-être faire en sorte qu'elle se repose avant la phase de rupture, mais de toute façon, ça y est, elle a déjà bouffé de l'énergie. Le fait, est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que quelqu'un ne fasse pas un burn-out, ne vienne en consultation burn-out ou qui en ont déjà fait deux ou trois. Donc, on va peut-être faire en sorte qu'il ne fasse pas le prochain. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir mettre des lois qui vont permettre aux gens de ne pas faire des burn-out? J'en sais rien, parce qu'une entreprise peut très bien ne pas respecter la loi. Tu peux très bien avoir une entreprise saine et un DRH qui ne fait pas son boulot, ou une médecine du travail qui ne fait pas son boulot. Tu peux très bien avoir une entreprise de travail qui te font la misère, ou tu peux très bien avoir une entreprise et dans tous les cas, ne pas te réaliser dans ton travail. Donc en fait, c'est tellement plurifactoriel que quelles que soient les volontés de chacun, de l'État, des psys, de sécuriser chacun des piliers, il y a trop de piliers. Donc je pense que dans 100 ans, on aura encore des problèmes de burn-out. De toute façon, vu qu'il y a de plus en plus des problèmes de chômage et compagnie, je ne pense pas que ça va aller en se résorbant, ça va aller en s'aggravant. Maintenant, il y a le deuxième truc qui est très important aussi, c'est que là, on parle depuis tout à l'heure du burn-out professionnel. Pourquoi? Parce que dans les années 70, quand on commençait à publier et à travailler sur le burn-out, mais les gens qui ont publié cet article, Freudenberger, il a parlé de ça en 74. Il a dit quoi? Il a dit c'est un syndrome d'épuisement qui peut arriver dans n'importe quel contexte où tu es extrêmement investi. Donc tu peux faire un burn-out parce que tu as un enfant malade. Tu peux faire un burn-out parce que tu t'occupes de ta mère qui est paralysée à la maison. Tu peux faire un burn-out parce que tu portes à bout de bras ton mari qui est alcoolique. Donc le burn-out peut arriver dans tout contexte autre que professionnel. Mais on a fait une fixette sur le professionnel parce qu'on a fait des études pour l'instant uniquement sur le milieu professionnel. Mais je pense qu'ils vont commencer à aller voir un peu plus le burn-out des familles dont on parlait la dernière fois. Tu sais, quand on a fait la vidéo sur... c'est sur la dépression. Qu'on avait fait une vidéo et on avait dit qu'il y avait aussi la souffrance des proches. Oui. Et que les proches étaient usés par la maladie d'un membre de leur famille. Mais tu peux faire un burn-out parce que tu as un enfant qui est malade. Et ça, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait énormément d'études sur la question, mais il faut espérer que ça va commencer à rentrer un peu plus. Regarde le grand débat qu'il y a eu à la télé, on a passé la semaine entière à parler de cette loi où quand tu perds un enfant, c'est 5 jours et pas 12 jours. Ça, tout le monde a été furieux. Donc c'est un débat d'actualité. Aujourd'hui, quand tu as un enfant qui meurt, comme il le disait, 5 jours ou 10 jours, c'est même pas le temps qu'il te faut pour téléphoner, faire les obsèques et terminer tous les papiers que déjà tu reprends le travail. Donc, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est dans ce système où on va te dire, bah non, désolé, enterrer un enfant, c'est pas une atteinte psychologique grave. Bien évidemment, c'est une atteinte psychologique grave. Est-ce que c'est un burn-out? Bah, un enfant qui passe sous une voiture, c'est un deuil. Ça n'a pas la même couleur, la même tonalité qu'un enfant qui est mort après 4 ou 5 ans d'une maladie qui est grave, où là, c'est un épuisement qui s'est construit sur des années. Donc, je pense qu'on va de plus en plus se rendre compte qu'il peut y avoir un burn-out parental. Et tu as des femmes aussi qui ont tenu un mari alcoolique à bout de bras pendant 10 ans. Mais tout comme tu as des hommes, je pense à un patient qui a tenu pendant plus de 20 ans une femme schizophrène. Où tous les jours elle pouvait se balancer par la fenêtre, se suicider et compagnie. Où tu te dis, mais lui il est épuisé au bout d'un moment, il n'en peut plus. Il n'y a pas forcément. Alors il sera soigné pour dépression. Mais il n'y aura pas un cadre légal d'épuisement conjugal. Tu vois. Donc c'est bien qu'il y ait cette ouverture du burn-out, du syndrome d'épuisement professionnel vers toute situation qui peut entraîner que tu as perdu toute ton énergie vitale, physiologique et mentale. Alors ça rentre dans le cadre d'une dépression, mais on est vraiment là sur le fait que la dépression, c'est un truc qui peut te tomber sur la tête. Machin décède, boum, tu te prends la claque. X te quitte, boum, c'est une rupture amoureuse. Mais là, le burn-out, il y a la notion qu'on a pompé ton énergie. C'est-à-dire que tu es physiquement vidé. C'est encore différent de la dépression. La dépression va te vider de ton énergie. Mais 2 jours avant la dépression, tu n'étais pas vidé de ton énergie. Tu étais encore plein. Là, le burn-out, on t'a vidé de ton énergie pendant des mois jusqu'à ce que tu sois une carcasse vide. On est quand même sur un profil, sur un diagnostic qui, même s'il est proche, est radicalement différent pour moi. C'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'il y a une limite justement en fait à ça, à cet épuisement?
sans parler après du coup de jusqu'à tentative de suicide. Mais est-ce qu'il y a vraiment en fait une limite à ça? Parce que alors moi les personnes que je vais voir qui vont me dire j'ai fait un burn-out, lorsque je les vois en fait j'ai l'impression que ces personnes-là elles sont comme réinitialisées. En fait, c'est comme si en fait de nouveau en fait elles réapprenaient à vivre Mhm. parce que bah, la vie avait fait que justement du coup elles se sentaient vraiment noyées par Ah, tout que ce redevient soit compliqué. ouais, Ouais. 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 Donc en fait, finalement, en fait, c'est comme des personnes qui réapprennent à vivre Mhm. plus paisiblement, en essayant de vraiment en fait s'imposer un minimum de choses parce qu'elles sont encore vraiment beaucoup beaucoup trop fragiles pour pouvoir Mhm. réaffronter une vie professionnelle et éventuellement devoir assumer telle ou telle responsabilité à la maison. Donc vraiment en fait réinitialiser. Est-ce qu'en fait du coup il y a une limite avant d'en arriver là? Déjà, avant de répondre à ta question sur la limite, ce qui est important, c'est que quelqu'un qui a fait un burn-out, il est aussi sonné que quelqu'un qui a fait, par exemple, un patient bipolaire qui vient de faire une phase maniaque délirante, il se retrouve à l'hôpital, il est mis sous médicaments et il est complètement sonné. Il est sonné parce que les médicaments ont des répercussions et il est sonné parce que son cerveau est tellement monté en ébullition qu'il a cramé de l'énergie, boum, il redescend. Les patients sont sonnés par une hospitalisation. Tu peux être sonné après une tentative de suicide. Le burn-out, il est pour lui de prendre, de se dire, c'est difficile pour lui de se dire dans parce qu'il se dit waouh, il y a un mois de dossier qui s'empile sur ton bureau, donc tu dois reprendre ton travail normal et accuser un mois de retard. C'est difficile de croiser les gens dans la rue et faire style on est souriant et dire tu fais quoi, ah Ouais, tout va et la bien. conscience et l'acceptation Tu l'as même dit. déjà du burn-out Ouais. qui fait que la Et personne puis est qu'ils n'ont sonnée. pas réussi à l'empêcher, Ouais. qu'ils sont anormaux, il y a beaucoup de culpabilité derrière parce que on va en parler tout à l'heure, il y a quand même deux types de burn-out. Il y a le burn-out inhérent à ton contexte professionnel, où c'est l'entreprise qui t'a foutu par terre, ou le chômage, ou la société, et il y a le burn-out qui est inhérent au fonctionnement, ton fonctionnement psychologique, où ce sont des gens très perfectionnistes, très scrupuleux, qui ont besoin de se valider, qui ont besoin de plaire, qui ont du mal à dire non, et en fait ils feraient des burn-out dans n'importe quelle entreprise, même l'entreprise la plus saine. Mais est-ce que on peut intervenir avant la limite? C'est ça que tu veux dire? Intervenir avant la Ouais. limite? Je pense que de manière générale, les gens n'interviennent pas avant la limite. Mais après, je veux recrutement, c'est que moi je vois des gens qui viennent une fois que ce qui est le problème, peut-être que statistiquement, il y a énormément de personnes qui vont prendre conscience qu'ils doivent s'arrêter bien avant la limite. Mais nous, on a un biais de recrutement en carrière, tu vois. Donc, c'est difficile de te répondre statistiquement. J'espère qu'il y a des gens qui, à force de médiatisation, se rendent compte qu'ils vont très vite calmer le jeu. Mais nous, on voit des gens qui sont déjà en burn-out et qui légèrement te viennent te voir en dépression ou avec des attaques de panique, qui est un très bon signal qu'il va y avoir après coup la dépression, parce qu'il commence par des attaques de panique, puis dépression, puis pensée suicidaire. Donc il y a sûrement des gens qui se mettent des limites ou qui viennent avant le dépassage de limites, mais nous on voit des gens qui ont déjà bien dépassé les limites. Il y a des études qui montrent que le burn-out est inhérent délétère d'une entreprise. Le burn-out est dépendant du fait que comme il y a du chômage, tu es coincé ou que tu ne te réalises pas dans ton métier. Mais il y a aussi des gens qui font un burn-out parce que psychologiquement, ils sont construits sur ce qu'on appelle le perfectionnisme. Et pourquoi on fait les vidéos dans ce sens-là? On a commencé par motivation, procrastination, aujourd'hui burn-out et la prochaine fois perfectionnisme, parce qu'à chaque fois, on va retomber sur le perfectionnisme. Il y a plein de gens qui procrastinent parce qu'ils sont tellement perfectionnistes que si c'est pas comme ils veulent, ils n'arrivent pas à se lancer. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de motivation parce qu'ils ont cette vision tellement horrible d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à se lancer. Le burn-out, c'est pareil, tu as un très grand pourcentage de patients qui sont fondamentalement perfectionnistes, travailler 1000 fois plus que ce qu'on leur demande. Et après, tu as la santé. C'est le patient perfectionniste dans une entreprise qui est dysfonctionnelle. Perfectionniste, donc, pour bien content qu'il en fasse des morts sur la corde. Mais aujourd'hui, on peut et on peut pas dire que tous les patients, quand tu reçois quelqu'un out, tant que tu n'as pas investigué longuement, tu peux pas savoir si c'est un problème d'affirmation de soi, si ça entre les perfectionnisme. Il faut quand même que tu prennes ton temps pour analyser avec le patient qu'est-ce qui provoque qu'il en est là aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un patient perfectionniste qui a fait un burn-out, dès qu'il ira mieux,
il retournera au travail et il préparera son deuxième burn-out. Alors, c'est ça, donc il y a un terrain propice en fait. Chez un certain pourcentage de personnes faisant un burn-out ou qui fera un burn-out dans les prochains mois, les prochaines années, tu as en effet un paquet de perfectionnistes. Là, j'ai vu un patient en 2018-2019, il en était à son 14e ou 15e burn-out avec arrêt maladie et risque d'hospitalisation. Parce que du coup, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ça fait partie de son mode de fonctionnement. C'est son mode de fonctionnement. Et là, tu es vraiment dans le perfectionnisme, qui est une maladie qui n'existe pas, mais qui appartient au trouble de la personnalité obsessionnelle. Ce sont des gens qui sont scrupuleux, qui sont dans l'idée qu'il faut bien faire, qui ont une estime de soi généralement qui est mauvaise, et qui ont besoin de se valider perpétuellement dans l'excellence. Et ces gens-là, forcément, tu leur donnes, tu dis juste lave la vaisselle, ben ils vont faire plus que laver la vaisselle. Tu leur demandes de faire des crêpes, ils vont te faire les meilleures crêpes de l'univers. Alors quand ils ont du temps et de l'énergie, ça va, mais quand ils commencent à ne plus avoir d'énergie et qu'ils sont dans un système où il y a une rentabilité importante, ils vont complètement se brûler les ailes. Et c'est ça qui est hallucinant. Ils vont cramer l'énergie alors que justement ils sont super efficaces. Tu vois? Et ils vont tomber sur des entreprises, soit des entreprises qui vont leur dire, parce qu'il y a des entreprises qui marchent bien, calme-toi, on a besoin de toi, repose-toi. Et ils vont culpabiliser d'être en arrêt maladie alors que leur patron leur a dit repose-toi et reviens quand tu te sens prêt. Et ils vont vivre comme c'est dramatique parce que je n'arrive pas à intégrer que mon directeur a raison. Ouais, c'est ça en fait. Du coup, c'est un peu kamikaze parce que Bah oui. tu as quand même en fait envie t'as quand même envie que ton patron te donne beaucoup de travail. Oui. En fait, tu as besoin d'avoir du travail, c'est que quand tu n'as pas de travail ou moins de travail, tu le vis comme le fait que tu es dilettante, et quand ton patron veut te protéger, tu le vis comme le fait que toi, tu as raté le truc. Ouais. Et d'autres patients, bah, des patients qui en effet sont super efficaces, ils font un burn-out et leur patron leur dit bah, je préférais comme vous bossiez avant votre burn-out. C'est qu'en gros, bah, tu vas refaire un burn-out, je m'en fous, tu dois être productif. Et tu te dis mais c'est quand même extraordinaire que certaines entreprises préfèrent que tu sois hospitalisé avec pensée suicidaire plutôt que tu calmes légèrement le jeu. Je vais me moucher dans la caméra. Oui, je t'en prie. Donc, cette répartition. Ah, ça fait du bien, j'étais en burn-out nasal là. Cette répartition entre personnes complètement saines, non pathologiques, dans une entreprise ou un système dysfonctionnel, et de l'autre côté, les patients perfectionnistes, où ils ont leur cerveau et leur psychologie qui ne marchent pas, aujourd'hui, c'est impossible de savoir là tout de suite quelle configuration tu as. C'est pour ça qu'il ne faut pas psychologiser à outrance tout, et il ne faut pas socialiser à outrance tout. On est sur un mix parfois des deux, et en fait, le boulot, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe. Si c'est du perfectionnisme, tu vas mettre en place une thérapie sur le perfectionnisme, et c'est la vidéo qu'on fera la prochaine fois. Le patient, là, tu ne vas pas commencer une thérapie sur le perfectionnisme. Là, il est en burn-out. Donc déjà, tu vas dire, excusez-moi, mais l'arrêt maladie. Ouais, mais vous vous rendez compte, l'arrêt maladie, c'est quand même un constat d'échec. Non, mais arrêtez. Là, vous êtes en train de vous vider, vous êtes en pleine hémorragie, on arrête de déconner, vous êtes cassé le bras, n'utilisez pas votre bras. Vous avez 2 mois d'arrêt maladie. Si ce n'est 3, si ce n'est 6. Parce que la priorité, l'arrêt maladie, c'est la base de tout. Ouais. Tu dois être à la maison et te régénérer ton cerveau et ton corps, qui ont été quand même vachement mis. Faut apprendre à s'écouter soi-même, faut apprendre à écouter son corps. Tout à fait. La deuxième étape, si c'est un problème d'affirmation de soi, c'est de mettre en place une thérapie d'affirmation de soi. Si c'est un problème de j'ai du mal à, je sais pas, à... Est-ce que ça c'est finalement, alors c'est pas... Est-ce que finalement en fait ça c'est pas, comment dire, c'est pas une, pas une utopie, mais par exemple l'affirmation de soi, pour un patient qui aurait tendance en fait à développer un burn-out, c'est pas inutile. Ça dépend de la configuration. Parce que ça se trouve, en fait, c'est juste en fait un pansement, mais ça soigne pas réellement. À nouveau, ça dépend du diagnostic. Faire de l'affirmation de soi pour toute personne en burn-out, si la personne elle est perfectionniste, j'ai envie de te dire, la culpabilité est bien plus intéressante aujourd'hui que le problème d'affirmation de soi. S'il avait moins de culpabilité, il s'affirmerait sans que tu lui apprennes l'affirmation de soi. Il y a des gens qui ont un vrai problème d'affirmation de soi. Quelqu'un qui a une anxiété sociale, qui a une timidité, qui a une phobie sociale. Si c'est pas dire non, qui ne sait pas déléguer, qui ne sait pas demander, il va creuser la conséquence de l'anxiété. Là, ça va être important de travailler sur l'anxiété sociale et l'affirmation de soi. Quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, qui a un fond dépressif, depuis des années, et ben, il continue à travailler et sa dépression n'est pas prise en compte.
sa dépression plus son travail. Mais là, tu te dis, là depuis longtemps. Une femme, par exemple, qui gère un mari alcoolique et qui va faire un burn-out professionnel, c'est son entreprise. Depuis 20 ans un mari alcoolique et que les deux en même temps, ça a provoqué le burn-out. J'en sais rien. Ouais, donc Là, il y a ça peut-être un dépend travail vraiment de deuil, sauf qu'au bout d'un moment, il va dire, bah écoutez, si mon mari, ça fait 20 ans qu'il se repose sur moi, au bout d'un moment, je vais dire, écoute, mec, je divorce, t'as pas été sérieux, tu t'es reposé sur moi. L'affirmation de soi, l'affirmation de soi, pour moi, doit être cohérente avec le diagnostic. Faire de l'affirmation et refuser l'affirmation de soi alors qu'elle pourrait être pertinente. L'affirmation de soi, ça règle énormément de problèmes. Hein. Parce que là, enfin, dit comme ça, moi j'avais peur que ce soit un peu, en gros, placer le problème, mais pas forcément régler le problème. Chez un perfectionniste qui est vraiment perfectionniste au plus profond, ça ne servira pas à grand chose. Par contre, quelqu'un qui a un peu tendance à la timidité et qui a bien conscience que c'est là des jeux de rôle d'affirmation de soi, ça peut clairement changer la donne. Ça peut clairement changer la donne, et peu importe l'environnement. Donc, ouais. Y a des gens aussi à qui on va dire, bah écoutez, il y a peut-être des deuils à faire. Aujourd'hui, cette entreprise, elle se repose beaucoup sur vous. Vous avez à cœur que l'entreprise fonctionne. Vous faites ça pour vos collègues. Vous n'avez pas envie que ça périclite. Sauf qu'aujourd'hui, il y a tout qui est sur vos épaules. On ne va pas vous enterrer parce que vous avez du mal à accepter que vous devez vous rétracter un petit peu. Et je me rappelle d'une patiente qui avait dit, bah désolé, soit je fais un burn-out et je sauve l'entreprise, soit je me protège et ça part en morceaux. Je dis, bah oui, mais le problème, c'est que de toute façon, vous allez faire un burn-out, et quand vous allez faire un burn-out, l'entreprise va partir en morceaux. Mais tant que vous ne vous serez pas rétracté, l'entreprise ne pourra pas se rendre compte qu'il y a un problème d'effectif. Donc, tant qu'il n'y aura pas un certain retard d'accumuler et moins de rentabilité et moins d'argent qui rentre, votre manager ne créera pas un nouveau poste. Donc, dans un système qui va tourner en rond. Tu vois, donc il y a aussi c'est comme un beaucoup de deuil à faire. Pour moi, il y a de l'affirmation de soi sur la timidité. Il y a du travail de deuil à faire sur c'est quoi leurs idéaux de société et la réalité. Derrière la mauvaise ambiance, est-ce que derrière ils font de l'affirmation de soi pour mettre à distance les collègues méga toxiques? Ou est-ce que de l'autre côté, ils acceptent aussi que le travail, c'est pas là où on se fait des potes et que dans toutes les entreprises où ils iront, il y aura de toute façon des tensions entre les collègues. Donc, il faut arrêter, entre guillemets, la vision bisounours qui est que le travail, c'est forcément un endroit où on se fait des amis. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Moi aussi, j'utilise bisounours aujourd'hui. Non, mais tu vois, c'est super important. Carrément. Parce qu'il y a un patient qui va arriver à 10h, tu vas lui dire, écoutez, vous avez raison, vos collègues sont toxiques, on doit faire de l'affirmation de soi. Et tu as un collègue qui va arriver à 11h en disant, bah écoutez, on a dit des choses dans mon dos, c'est pas ce que je pensais de l'humanité. Bah, c'est comme ça que l'humanité fonctionne. Et malheureusement, on n'est pas là pour vous extraire de l'humanité, on est là pour vous fassiez votre deuil, que le milieu professionnel est un milieu hostile. Et qu'il sera encore hostile dans 1000 ans. Et qu'il faut qu'il soit capable de s'adapter à ça. Bien évidemment, la capacité à s'affirmer quand ça dépasse les bornes et à lâcher l'affaire en disant moi je suis là pour travailler, je suis pas là pour copiner. Mais il y a tellement, tu vois, c'est tellement plurifactoriel que la base, c'est le diagnostic. Qu'est-ce qui a fait que la personne est rentrée là-dedans et qu'elle n'a pas réussi à mettre des digues? Est-ce que les personnes ont des questions? Avant que les personnes aient des questions, et il y a un autre point qui est très important, c'est aussi de dire aux gens d'un point de vue comportemental, de respecter les pauses, de ne pas manger une pasta box en une demi-heure devant l'ordinateur, mais bien de prendre 1 heure, voire 1 heure et demie de pause, de faire aussi des pauses entre deux dossiers l'après-midi, que leur contrat, quand c'est 18h, bah désolé, c'est pas 19h ou 20h, c'est pas je ramène des dossiers à la maison, c'est pas je travaille à 22h, c'est pas je lis mes textos et je réponds à mes emails, parce que sinon, votre contrat, c'est plus telle heure à telle heure, c'est ça dégueule de partout, et notamment entre les emails, les machins, les WhatsApp et compagnie, il n'y a plus cette séparation dont on parlait tout à l'heure. Donc il faut que les gens remettent cette séparation de force en disant désolé, c'est pas négociable, à 18h01, la suite demain. Est-ce qu'il y a des articles, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur le pourcentage de personnes qui développent un burn-out en fonction des différents pays? Parce que ça, par exemple, dans les pays anglo-saxons, personne, ça va être 30 minutes de pause, grand max, et Starbucks devant l'ordinateur. Sera mal vu des collègues si tu viens pas en fait manger devant ton ordi. C'est dans les pays anglo-saxons, tu restes toujours connecté en fait.
tu réponds à tes mails jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, tu pars au boulot à 7h du mat. Donc tu déconnectes jamais en fait avec le travail. Dans certains pays asiatiques, c'est pareil. Bah, le Est-ce que du coup, Japon, est-ce qu'il y a plus de burn-out le Japon dans a ces quand même pays-là? une statistique de suicide qui est quand même hallucinante. Ouais. Donc, entre l'honneur, le machin, la concurrence, ils sont quand même super suicidaires. Après, je sais pas comment fonctionnent les pays anglo-saxons, mais c'est pas parce que c'est mal vu que c'est pas pour autant un problème. Après, si la personne Ah elle non, mange non, une pasta box en une demi-heure et qu'elle a fait plein de pauses clopes le matin et plein de pauses clopes là, aller dehors, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est une question de cumul. La personne qui fait pas de pause et qui mange rapidement le midi et qui en plus termine 2 heures après son qui lit ses emails et qui en plus machin va travailler le dimanche, pour à ce que tu fasses un burn-out. Mais tu fais pas un burn-out uniquement parce que tu manges en une demi-heure le midi. non. Ou tu fais pas un burn-out uniquement parce que tu travailles une demi-heure de plus le soir. Les gens qui vont faire un burn-out, ils ont tous les critères. Ils font tout. Et tu leur dis, excusez-moi, vous allez réellement faire des pauses, vous allez réellement prendre plus de temps pour manger, vous allez réellement arrêter de travailler le dimanche, vous allez réellement arrêter de faire des PowerPoint à 23h, et vous allez réellement éteindre votre boîte mail quand vous rentrez à la maison. Ils ont tous les critères, ils en ont rarement un seul. Donc si une personne te dit, là j'en peux plus du tout au travail, de pause pour manger, s'il n'y a que ça, c'est pas suffisant en fait pour faire un burn-out. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il était en burn-out. Après, si vraiment il est en burn-out à cause de uniquement ça, bah peut-être qu'il faudrait qu'il fasse plus de pauses entre 9h et 13h et entre 14h et 18h. Ou ça se trouve en fait il y a autre chose, mais la Il personne y n'a a pas toujours autre forcément chose. La personne, conscience de ça, et justement c'est ce travail d'investigation du Tout à fait. praticien. La personne qui va fait des chercher burn-out ne fait jamais des pauses avec ses collègues. Les pauses, les collègues vont faire 10 pauses clopes. Bah, le patient qui fait un burn-out, il ne fera pas 10 pauses clopes, il ne les fera pas. Parce que généralement, il est tellement perfectionniste qu'il ne fera pas les pauses. Les collègues, ils ne mangent pas en une demi-heure, ils vont souvent manger en 1 heure. La personne perfectionniste, elle mangera en une demi-heure. Après, en effet, si on parle de l'entreprise classique, enfin, d'ailleurs, on parle d'entreprise toxique. Oublions les entreprises toxiques. Tu as des entreprises normales et des conditions de vie qui sont compliquées. Qui habite en banlieue. Elle prend le train à 5h30 du matin pour à 6h30, 7h, elle est en train de travailler. Elle va se dépêcher parce qu'elle a je ne sais pas combien d'entreprises à faire, prendre le RER, elle rentre à la maison, elle va récupérer les enfants à l'école, elle aide les enfants à faire des devoirs, mais en gros elle est debout à 5h30 et elle est au lit à 22h. Elle peut avoir le manager le plus gentil de l'univers et le métier le plus cool de l'univers. Son contexte de vie va créer un épuisement au bout d'un moment. Ouais, c'est l'épuisement en fait. Il y a un épuisement. Ça, c'est l'épuisement. Quand il y a des gens qui se tapent 1h30 de bagnole le matin, 1h30 de bagnole le soir, et quand tu rajoutes ça à un contrat de 40 heures, bah tu te retrouves facilement une semaine de 50-55 heures, où tu t'es épuisé par ton métier, cumulé au transport. Et quand tu arrives à la maison, tu dois aussi gérer les gamins. Ta vie s'arrête pas. C'est possible donc de faire un burn-out, parce que là, typiquement, par exemple, l'exemple de cette femme de ménage. Donc, elle est en train de faire un burn-out, ça se trouve. Elle peut réussir en fait à passer outre ce burn-out et se dire, bon, parce que je sais pas, moi, demain, en fait, du coup, elle arrêtera de travailler. Du coup, en fait, elle sortira de cette situation d'épuisement. Je ne sais pas si cette personne aura la capacité à s'arrêter de travailler. Je ne sais pas si cette personne, économiquement parlant, a une porte de secours. Il y a des gens qui sont dans des contextes où ils ont 0 porte de secours. 0 porte de secours parce qu'ils ne peuvent pas venir te voir en libéral parce qu'ils n'ont pas les moyens. 0 porte de secours parce que les horaires du CMP, c'est pas compatible avec leur truc. Mais en même temps, ils pourraient se reposer, mais ils ne peuvent pas payer la nounou parce qu'ils n'ont pas de fric. Et de toute façon, ils ne sont pas qualifiés pour avoir un autre métier. Donc ou alors, ils n'ont pas la voiture. Ils n'ont pas la voiture, ils sont dépendants des bus. Tu as des gens qui seront, dans tous les cas, dans une impasse. Ou quoi qu'ils font, ils vont continuer à creuser le truc parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et ça peut aller donc jusqu'à un sentiment d'épuisement qui va être extrême. Ça peut aller jusqu'à un AVC, ça peut aller jusqu'à, je sais pas, un UCL. La dépression, du suicide. Là, il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le risque suicidaire, ou du moins sur le fait que le burn-out pourrait être considéré comme une crise suicidaire. Enfin bref, je n'ai pas vraiment lu l'article en entier, mais c'est un truc qui est intéressant aussi, tu vois. Après, nos parents, nos grands-parents, peut-être qu'ils faisaient moins de burn-out. Plus agressif et tout, et on avait la forme plus irritable ou alcoolique. Aujourd'hui, épuisement professionnel. Ça devait avoir une autre tête aussi. Clairement. Voilà. Est-ce que les gens ont des questions pendant qu'on mange des pims?
Merci T'as en tout cas regardé pour ça, pour avait des cette, trucs cette au-dessus? présentation. Ouais. Il n'y a pas de question. Bonsoir. Non. Quelle heure C'est bien. Soit on les a complètement lassés, ils sont tous partis. Ouais, du coup, si jamais voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Autant en profiter, on est avec Vincent. Et si jamais il y a des questions qui vous viennent Il y a des M&M Choco aussi, si vous voulez. un peu après, M&M Choco. vas-y, je vais en prendre un. Vous pouvez très très bien les poser à. Coucou aux gens. On va pas montrer ça. Des coucous. Du Les coup, gens, pendant que, les ouais. gens ils font coucou, on ne leur répond pas. Donc après, ça titille leur besoin de reconnaissance et on va créer des burn-out chez eux. Donc il faut répondre à tous les coucous. Et il y a un paquet de coucou, hein. Je vais tous les faire, moi je m'en fous. Allez. Dans ce là tu peux manger des pips. Et l'open space, là je réponds à Christine, l'open space c'est une aberration totale. En termes de, tu sais, ce concept de surcharge mentale. Les gens Oui, ils sont dans un ouais. état où en fait il y a un bruit permanent. Il y a un bruit permanent. T'es Permanent. obligé en fait forcément d'écouter aussi ce qui se passe à côté. T'es obligé de. J'ai pas envie de faire tous les coucous, donc il y a des gens qui n'auront pas de coucou. J'ai fait un burn-out soigné par hypnose. Bah, on va vous croire sur parole parce que comme je n'ai strictement aucune connaissance sur l'hypnose et les techniques de l'hypnose, je peux pas vous dire. Je ne sais pas comment on fait en hypnose. Je ne sais pas quelles sont les techniques. Tu t'y connais un peu en hypnose, toi? Non, pas du tout. Moi, j'en ai un peu marre de mettre des coucous. Là. C'est bon, on arrive à. Vas-y. C'est bon. C'est bon. Ah, du c'est j'ai le fait premier. coucou à tout le monde. Et là, du coup, faut redescendre forcément. Je me suis fait une tendinite là. Je crois que je devrais ne pas aller travailler. C'est vrai. Allez, voilà. Ah, vas-y. Je vais faire un coucou. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez très très bien donc les poser en commentaire. Et j'avoue, c'est vrai qu'à chaque fois je dis tout qu'on répondrait à tout aux questions. Si on peut, en tout cas, on répondra aux questions. Ou si jamais un autre professionnel voudrait répondre aux questions, parce qu'il y a aussi des professionnels hein, qui font partie du groupe NeuroLive. Puis bah, si jamais il n'y a aucune question. Et oui, les aidants familiaux qui font des burn-out. C'est sûr que les aidants, mais de toute façon, ouais, bah, c'est ce qu'on disait, on va faire un NeuroLive absolument sur les aidants. En invitant très probablement des aidants à venir aussi témoigner de leur parcours. Bah, si jamais il n'y a pas de questions. Bah, tu vois, c'était tellement clair. Bah, non, on peut pas les décharger. Parce que si les aidants sont pas là, en fait, c'est toute la famille qui s'effondre. Oui. Et puis là, tu vois, je pense Bah. à une patiente, elle n'est pas connectée, mais elle a développé un syndrome d'Ehlers dans l'os. Donc en fait, elle a des crises de douleur, où en fait, elle doit prendre des vêtements qui la compressent, et elle se retrouvait du jour au lendemain à ne plus pouvoir marcher, tellement elle a des douleurs et elle est épuisée physiquement. Là, elle me racontait que ça fait 6 mois que toute son énergie, elle la met à remplir des papiers pour obtenir une reconnaissance, le financement de la chaise, et qu'elle me dit mais en fait c'est un enfer pour pouvoir remplir les papiers. Et après on lui dit ah bah non, en fait le centre expert c'est dans tel endroit. Oui mais le problème c'est qu'elle ne peut pas aller dans cet endroit puisque elle est malade, elle a des douleurs et elle n'a pas le siège. Donc oui bah du coup on peut pas vous donner le papier. Tu dis mais en fait c'est à devenir chèvre le truc. Là comme en plus elle n'a pas d'énergie, le peu d'énergie qu'elle a elle le fout dans ce truc là. Tu te dis mais vraiment c'est à devenir chèvre. Donc oui, les aidants ont beaucoup de travail à faire et en plus il y a des papiers à remplir. Et les papiers, c'est. Parfois, je me dis, en fait,